D'accueillir aujourd'hui Catherine Picard, directrice de recherche au CEA IRIG au sein du département santé dans l'unité de recherche biosanté. Catherine est là pour nous parler des biomatériaux actifs pour préparer les os. Bonne conférence. Merci beaucoup Francine et merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. La dernière fois, c'était il y a 6 ans, en juin 2017. Donc là, je vais vous présenter les travaux de notre équipe qui fait partie de l'unité biosanté. Cette unité, elle est labellisée par l'INSERM, l'université et le CEA, et l'équipe est aussi labellisée CNRS. Et donc une grande partie des travaux a aussi été fait à l'Institut Polytechnique de Grenoble et grâce aussi à l'Institut universitaire de France. Alors le contexte est celui de la réparation des tissus. Si on regarde un petit peu les échelles de grandeur, que ce soit un cœur ou un os, on est plutôt dans des centimètres, voire des dizaines de centimètres. Et puis si on passe à une échelle, alors mon pointeur ne marche pas très bien, une échelle en dessous, celle des tissus. Ici, on voit que c'est des choses très composites. Là, vous avez un exemple de vaisseau qui est fait sous forme de couches organisées. Et puis ça, c'est une image d'os qui a été prise en longitudinal et en transverse. Et on voit en fait qu'il y a différentes densités dans l'os. Il y a ce qu'on va appeler de l'os très dur, cortical, et puis de l'os trabéculaire. Et puis quand on saute encore une échelle et qu'on zoome au-dessus, en fait, la machinerie active qui va faire que nos tissus vont pouvoir se régénérer, ce sont les cellules. Les cellules, typiquement, elles ont à peu près 50 micromètres de diamètre. Elles ont un noyau et à la surface, elles ont ce qu'on appelle une membrane. À la surface de cette membrane, il y a ce qu'on appelle des récepteurs qui sont vraiment très importants. C'est un petit peu comme quand vous rentrez chez vous, la serrure et la clé. Vous avez des récepteurs qui vont être capables de reconnaître des clés spécifiques. On appelle ça récepteur ligand. Et ça va enclencher des signaux. Quand vous ouvrez la porte, vous pouvez rentrer chez vous. C'est une image prise en microscopie pour montrer à quoi ressemblent des cellules. Typiquement, on marque les noyaux et puis on regarde leur squelette qui est ici en rouge. Je vais vous présenter donc les travaux de notre équipe biomimétisme et médecine régénératrice qui s'articulent. J'ai choisi de présenter essentiellement 2 gros axes de l'équipe. Le premier se situe dans le domaine de la régénération osseuse. C'est issu de développements de maintenant plus d'une dizaine d'années que je vais essayer de résumer et qui se font en partenariat étroit avec le service hospitalier de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital d'Annecy-Genevois, qui s'appelle Change, le professeur Bettega, qui se trouve rattaché pour sa partie recherche à l'Institut des biosciences avancées. C'est une unité de recherche qui se trouve sur le site de l'hôpital. Et la deuxième partie est une partie plus, on va chercher à comprendre des mécanismes, comment les cellules répondent à certains stimuli, et ça fait partie du domaine de la biophysique, ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. On va essayer de comprendre comment les cellules vont se différencier pour former de l'os, et ce projet se fait en étroite collaboration avec le docteur Corinne Alvias-Rizzo, qui elle est directrice de recherche au CNRS et qui fait aussi partie du même institut, l'Institut des biosciences avancées. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier toutes les personnes, parce que c'est un travail qui a nécessité de nombreux développements au cours des années. Donc j'ai préféré rassembler toutes les personnes, que ce soit les doctorants de l'équipe, le premier ayant contribué au sujet étant Thomas Crozier en 2009, qui est désormais en Suède, Flora, Michael et Charlotte, qui est encore avec nous, qui va bientôt partir, les ingénieurs qui ont aussi fortement contribué, Raphaël, Isabelle, Paul, qui est encore avec nous, et Nathan, qui est en CDD en ce moment pour 5 mois, et puis les collaborateurs, que ce soit sur le site de Grenoble, comme Véronique Josserand, aussi à l'IAB, Françoise Perrin, du synchrotron, les collaborateurs à Paris qui nous ont permis de faire des expériences sur gros animaux, Delphine Aujar et Véronique Viato, et puis aussi l'école vétérinaire de Lyon. Donc ça, c'était monsieur Gérès. Et puis bien sûr, toutes les agences qui nous ont permis de financer ces travaux, que ce soit l'ERC. Alors la fondation Gueule Cassée, c'est en fait une fondation qui a été créée pour venir en aide aux blessés de la Grande Guerre, de la guerre 14-18, et qui finance des travaux pour réparer des os. ANR, Linxium et Fondation de l'Avenir. Alors le contexte, c'est celui où on a besoin de réparer des os et en fait, ce besoin, on en trouve partout, que ce soit quand on est petit ou plus âgé pour se faire réparer des dents ou suite à un accident. Et ici, on peut avoir des accidents de ski, de sport, de voiture. Dans la plupart des cas, ça se passe bien. Quand c'est pas trop grave, l'os peut se réparer si c'est une petite fêlure.
Et puis sinon les chirurgiens, on va le voir, ils ont déjà plein de solutions. Sauf que, dans certains cas, ça va mal se passer. Si par exemple, on a du diabète ou autre chose, d'autres complications, il peut arriver des difficultés de régénération osseuse jusqu'à peu près, 40 des cas pour certaines populations. Alors si on regarde, l'ensemble des sites où on peut se faire des fractures, en fait, il y en a plein. Ben, les principaux étant, tout ce qui est donc les vertèbres, les clavicules, les os. Ce qui est assez classique, c'est d'avoir des problèmes aussi de fémur ou de hanche et puis on peut avoir des traumatismes au niveau du crâne, voire au niveau des pieds quand on chute ou des mains. Actuellement, quand, quelque chose, un os, c'est difficile à réparer, la solution idéale, bah, c'est d'aller prendre, un vrai os, donc ça s'appelle la greffe osseuse. Donc ça ressemble en fait à quelque chose de poreux. Donc ça, c'est idéal parce que c'est de l'os, ça va induire de la formation osseuse. Sauf que ça nécessite des chirurgies multiples et puis, ben, il y a des quantités limitées d'os, on ne peut pas prendre, tout ce qu'on veut et aussi ce que disent les gens, c'est que c'est douloureux. Au niveau, de la recherche et de la clinique, il y a eu de très nombreux matériaux synthétiques, comme on va le voir, qui ont été développés au cours des années et ça, c'est ce qu'on appelle des implants. Donc il y en a vraiment une très, très large gamme. Ce qu'il y a, c'est que la plupart, ils sont ce qu'on appelle ostéoconducteurs, c'est-à-dire ils vont permettre à l'os, de s'apposer, mais souvent ils ne sont pas actifs. Donc dans cet article de revue qu'on avait écrit avec, Georges et Charlotte, on a un petit peu résumé l'ensemble des matériaux qu'on peut trouver en mettant des codes couleurs. Ce que vous voyez, alors j'ai pris quelques exemples des métaux, ce sont l'historique. Un exemple de métal, c'est une prothèse de hanche, hein, qui est quelque chose maintenant très courant en étant implanté en général, quand on est autour de ça dépend, 60-65 ans. Vous avez, aussi des prothèses de genoux qui sont très utilisées ou qui sont aussi à base de métaux et de parties, polymériques. Quand on veut aller, quand il y a des défauts pas trop graves et qu'on veut mimer l'os, on va prendre des matériaux céramiques. Ça peut se trouver par exemple pour des petits os au niveau de la face ou des oreilles. Et puis, eh ben, il y a tout un tas de polymères qui ont été développés et l'avantage, c'est que les polymères sont modulables, ils peuvent être dégradables, non dégradables. Et là, par exemple, on peut prendre, tout ce qui est fait pour être inséré dans les vertèbres. Alors, je crois qu'il y en a une là, c'est ce qu'on appelle des cages intervertébrales qui sont en polymère. Donc ce qu'ont fait les ingénieurs en partenariat avec les cliniciens, c'est qu'ils ont essayé à améliorer les fonctionnalités de ces matériaux pour les rendre encore plus, proches du vivant. Et là, j'ai résumé, il y a 3 catégories. Soit on va chercher à modifier la surface du matériau. Par exemple, un métal, on va lui mettre de la céramique pour qu'il interface bien avec l'os, parce que sinon il y a des problèmes de contrainte. Soit on va chercher à incorporer ce qu'on appelle des protéines actives qui vont, elles, agir sur les cellules pour leur dire de faire de l'os. Soit carrément mettre des cellules. Alors ça, c'est ce qui paraît le plus, on va dire, sexy. En revanche, c'est assez compliqué. Ce qui fait que, il y a plusieurs approches et nous, on a choisi l'approche d'utiliser des molécules actives qui sont déjà, vous allez le voir, très puissantes. Ces molécules actives, elles portent le nom de Bone Morphogenetic Protein, BMP. Leur structure a été, déterminée et bon là, j'ai mis juste un papillon parce que ça ressemble un petit peu à un papillon. Elles forment ce qu'on appelle des dimères et c'est connu depuis déjà, très, très longtemps qu'elles peuvent former de l'os et elles sont même déjà autorisées en clinique pour certaines indications particulières. Les numéros 2 et 7 sont approuvés. Le problème, c'est qu'il y a eu une grosse controverse dans les années, 2011. Actuellement, elles sont utilisées avec du collagène, qui est une éponge, qui est quelque chose d'assez mou. Elles sont mises sur le collagène et elles vont ensuite être, implantées. Ce qui se passe, c'est que le collagène retient très peu ses protéines et il y a eu des effets secondaires qui étaient dus au fait qu'il y avait de trop grosses doses relarguées. Donc depuis, les doses ont diminué. Cependant, le collagène est un matériau mou, donc on ne peut pas faire tout avec. Nous, ce qu'on a développé au sein de notre équipe, c'est ce qu'on appelle un film biomimétique. Lui, il va être utilisé pour recouvrir une surface. Ce film, il est assez simple, il est formé à partir de plus et de moins, donc des charges qui vont s'attirer. Un polylysine acide hyaluronique, qui est lui-même une constituante de nos tissus comme la peau. Et on a un procédé qui est aussi très simple, qui est un procédé de trempage. On trempe dans des solutions et ça va du coup former ce film qui va s'auto-assembler. Ensuite, comme ce sont des polymères naturels, on a besoin de le réticuler pour aller un petit peu le renforcer et on va créer des pontages covalents. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et dans un troisième temps, on a mis en place un protocole pour aller piéger les protéines BMP dans le film
On a dû optimiser les conditions de sel et les conditions de pH. Et alors ce qu'on voit ici, c'est une petite coupe transversale du film qu'on a coloré, qui fait à peu près 5 microns pour celui qu'on utilise in vivo. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est des courbes de relargage. On voit qu'on va pouvoir contrôler le relargage de notre protéine en fonction principalement du taux de réticulation du film. Donc on peut contrôler à la fois la dose via les conditions de chargement et le relargage. Alors je vais résumer ce qui a été fait, on va dire, dans la première période était de 8 ans à peu près. Dans les toutes premières études, on a travaillé sur des petits animaux, des rats, pour montrer que ça pouvait effectivement induire de l'os. Et là, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un objet qui est connu. On avait pris des céramiques, des petits granules qui étaient utilisés en clinique. On les avait recouverts de notre film. Et ce que vous voyez typiquement après 6 semaines d'implantation dans le muscle, c'est même pas dans l'os, on voit du rose. Donc ça veut dire que ça refait de l'os. Ensuite, de façon un petit peu plus compliquée, on s'est dit on va prendre un matériau qui est vraiment inerte, on va prendre du titane. Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va stériliser notre film, on va le sécher. Donc vous voyez ici, le titane quand il y a pas du tout eu, il y a le film mais sans BMP et puis là on voit, du rouge partout. Donc ça veut dire que l'os s'est formé. Ici, on a essayé de faire une image de microscopie, on voit difficilement le film parce qu'il a pas beaucoup de contraste, mais il est à la surface, du titane. Et puis, il y a 7 ans, on a commencé à vraiment se dire: «On va réparer un os» et là, pareil, on commence petit. On a pris un os de rat qui est un os de fémur, donc c'est comme un petit cylindre. Dans le cas, du rat, il fait à peu près 6 millimètres de long, voilà. Donc ici, si on regarde, c'est un petit cylindre qui va être mis dans le défaut. Le cylindre est recouvert du film. On va pouvoir moduler les doses de BMP dans le film et ensuite on va regarder comment se répare l'os. Donc ce que vous voyez ici, c'est des images qui ont été prises après 6 semaines d'implantation, qui sont des reconstitutions 3D et ce qu'on voit, c'est que, ça devient de plus en plus, continu et ça veut dire que l'os se reforme, ce qu'on peut aussi quantifier. Donc on voit qu'en fonction de la dose, ça augmente. Donc ça, c'était très positif. Grâce à Françoise Perrin, on a pu accéder à de l'imagerie synchrotron et là, vous voyez ici, ces images qui nous permettent de faire des coupes longitudinales et transversales. On voit le cylindre ici en gris et puis on distingue clairement 2 zones. Une zone très dense qu'on appelle de l'os cortical, qui est ici, qu'on a, représentée en bleu et puis une zone, un p p beaucoup sous forme de réseau qui est de l'os trabéculaire. On voit aussi, si vous remarquez qu'en fonction de la dose de protéines, ici la paroi est parfaitement continue, ça veut dire qu'il s'est formé plus d'os, plus on augmente la dose. Et puis ce qui était aussi très intéressant quand vous allez regarder les tissus, on peut voir donc ces zones corticales ici en orange et trabéculaires et encore en dessous, ici ce sont carrément des globules rouges et des vaisseaux, ça veut dire que l'os est vascularisé, ce qui était vraiment un très bon signe. Alors en 2016, on s'est dit, enfin c'est surtout Georges qui m'a dit: «Bon maintenant il va falloir s'attaquer à un gros modèle animal, un modèle animal proche de l'homme». Il a choisi de prendre des mini cochons qui ont, physiologie assez proche de l'homme et au départ, il voulait faire des défauts vraiment très, très gros de 20 cm3. Donc au départ, on a essayé de refaire pareil, de dire: «Voilà, on va prendre un peu comme des murs, comme fait un maçon, de prendre 2 murs et de réparer un défaut», sauf que ça n'a pas du tout marché. L'os ne se reformait pas ou très, très peu. 2e essai, je crois que cette fois-là, le défaut était pas assez, gros, donc ça marchait pas. Donc la conclusion qu'on a eue après ces 2 essais infructueux, c'est qu'il fallait remplir le vide pour aider l'os à repousser. Eh bien, pour remplir le vide, ça veut dire qu'il faut un matériau architecturé et l'image que ça me donne, c'est celle un petit peu d'un jeu, comme vous voyez dans les parcs, vous savez les enfants qui montent dans les jeux. Pour faire cette architecturation, ce qu'il faut, c'est prendre une imprimante 3D. Donc à ce moment-là, on a commencé à choisir, un matériau qui est purement un polymère, qui va pouvoir être sous forme de filament, qu'on va pouvoir mettre dans l'imprimante 3D de façon à faire notre matériau et notre implant à façon. Donc ça donne ça, l'échafaudage 3D dont on peut contrôler la forme, l'architecture et la porosité. Là, typiquement, ça correspond à un volume de 12 cm3. Donc 4 cm, je les ai amenés, je pourrais vous montrer après, fois 3, fois 1. Donc, dans un premier temps, on fait le matériau lui-même et dans un deuxième temps, on vient faire un petit peu comme de la peinture, on vient recouvrir ce matériau en le trempant et en y déposant notre film qu'on a marqué ici en vert. Grâce au film, on va pouvoir contrôler la dose de BMP et combien s'en relargue.
Donc, ces expériences ont été réalisées à Lyon, à l'école vétérinaire. Donc vous avez ici et c'est Georges Bettega qui a fait les implantations. Vous voyez ici un schéma, enfin une image, hein, prise lors de l'implantation où l'implant est placé et ensuite fixé avec des plaques de titane. Ça se faisait sur, plus de 3 mois avec un suivi tous les mois des radios et à la fin, sacrifice des animal et imagerie pour reconstituer l'os. Donc ici, je vous ai mis des images qui ont été prises au cours du temps. On avait à ce moment-là choisi 2 doses, une dose assez faible et une dose plus forte. Et puis on a, des contrôles. Alors un contrôle négatif, ce qui montre, quand on n'a pas de protéines que, ben, effectivement le défaut il est toujours bien là, il est ce qu'on appelle critique, qui se refait pas. Et puis un contrôle positif qui est une greffe osseuse où, Georges a pris un bout d'os, a été le mettre et là, ben, on voit qu'il y a donc, à partir de ces images, les cliniciens ont attribué des scores et on a pu tracer les scores en fonction du temps et voir qu'il y avait un effet dose. Déjà, il y a la réparation qui se fait au cours du temps. On peut ensuite obtenir des paramètres en allant extrapoler ces courbes et on trouve que on peut définir un volume osseux maximum et un temps caractéristique de réparation qui est ici, dans les meilleures conditions, de l'ordre de 2 mois. Quand on regarde en 3 dimensions, donc une fois que les implants ont pu être explantés, bah, ici vous voyez que, la basse dose de BMP, il y a encore des trous, tout n'est pas parfait. La haute dose est très proche, de la greffe osseuse et puis, bah, alors ce qui a ensuite été fait, c'est des coupes en X, Y, Z. Alors j'essaye de simplifier, je ne vous montre pas tout, mais là vous avez des coupes dans 2 plans qui sont représentés en fonction de la dose de BMP, en comparaison de la greffe osseuse et vous voyez en fait ce réseau, en fait c'est l'os qui se forme dans les pores de l'implant architecturé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la quantité d'os en fonction de la dose, ben, on voit bien qu'il y a une corrélation, hein. Il y a 2 groupes, un groupe qui est plus hétérogène à basse dose et un groupe qui est plus homogène à forte dose. Et puis, ce qui était intéressant, c'est de regarder est-ce que ça se fait partout pareil au sein de l'implant. Et là, on voit que oui, l'hétérogénéité, enfin l'homogénéité est la même, quelle que soit la dose, basse dose, haute dose, et l'os se reforme partout. Donc ça, c'était vraiment très important. L'os peut se reformer au sein même de l'implant. Alors, on a eu la preuve de concept dans le cochon. Étape suivante, on a commencé à peu près en 2019. L'étape suivante, c'était, d'aller choisir un défaut orthopédique parce que les gros problèmes d'os se trouvent principalement dans le domaine de l'orthopédie pour, la réparation des osseaux, notamment le fémur et le tibia. Et là, en fait, on a rencontré, des vétérinaires qui sont à l'école vétérinaire de Paris, qui sont spécialistes d'un modèle de brebis et notamment d'un défaut dans la patte de brebis qui s'appelle l'os du métatarse. Donc là, le principe, c'est d'avoir un défaut plutôt long, sous forme de cylindre. Et là, dans cette étude, on s'est intéressé à étudier l'influence de l'architecture de l'implant. On gardait la dose de protéines constante. On voulait voir est-ce que, en changeant l'architecture, on peut moduler la réparation osseuse. Ce projet, c'était un projet ANR qui rassemblait 4 partenaires, notre équipe, l'Institut des biosciences avancées avec le professeur Bettega et aussi le Centre d'investigation clinique de Bordeaux, qui est lui spécialiste pour aider les projets de dispositifs médicaux implantables à aller du laboratoire vers le patient. Et enfin, l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Donc ça a été fait dans le cadre de la thèse de Charlotte Caro. Donc en une diapo, je vais vous résumer les résultats qu'on a obtenus. Donc ici, vous avez les géométries qu'on a choisies, du cubique simple, un cylindre et la coupe transverse, et une autre forme qui était une forme gyroïde. Alors là, on ne voit carrément plus rien. Et ce qu'on voit dans les radios au centre qui ont été prises au cours du temps, hein, ben, vous voyez que l'os va se réparer progressivement. L'endroit où il y a le trou, ça devient de plus en plus blanc. La partie gyroïde, elle se repart moins et du coup, si on suit en fonction du temps, bah, là aussi, on voit une différence entre les 2 types de géométrie. Les images, en 3D, elles ont été prises à la fin, une fois que les animaux sont sacrifiés parce qu'on ne peut pas le faire au cours du temps et là, on voit, quand on quantifie les quantités d'os formés, que la géométrie cubique aboutit à une meilleure réparation osseuse qui est plus homogène. Dans le gyroïde, on a de la réparation, mais certains animaux, là, chaque point est un animal. Certains animaux ont une réparation qui n'est pas très bonne, alors que d'autres est meilleure.
Donc on arrive comme ça à voir que cette géométrie est préférée pour optimiser la régénération osseuse. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Ça, c'est fini. Donc on a fait une preuve de concept, dans 2 gros animaux, le mini cochon, les brebis, avec, le concept d'un implant architecturé en 3D qui est recouvert d'un film qui lui-même délivre la protéine, dont on peut contrôler la dose et on peut contrôler le relargage. Désormais, le but, c'est d'aller chez l'homme. Donc, le projet, que l'on mène actuellement, qui vient juste de débuter, s'appelle Bioactive Bone Repair, c'est le BOA. Et le BOA est un projet qui vise, en médecine personnalisée, à aller réparer des gros défauts dentaires. Donc le principe est le suivant, on a choisi ce domaine dentaire, des défauts, qui sont des défauts, très importants qui ne peuvent pas se réparer. Et donc ça, c'est un projet qui est financé par la Fondation Recherche Médicale et qui associe 2 partenaires, notre unité et l'IAB avec, l'hôpital d'Annecy et on est aussi un en partenaire, le CICIT de Bordeaux. Voilà, et sur ce projet, actuellement, on a un poste ouvert, d'ingénieur, donc si vous connaissez quelqu'un intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je voudrais passer maintenant à la deuxième partie. Donc là, on a vu que l'os peut se refaire in vivo avec des biomatériaux. Maintenant, en parallèle, au laboratoire, on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait que les cellules vont faire de l'os. Donc ça, c'est grâce à Corinne Aviges-Rizzo, que j'avais rencontrée il y a à peu près 15 ans, qui était très intéressée par nos travaux et avec laquelle on a commencé à travailler. Et depuis, on a toujours continué. Donc là aussi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué au cours de toutes ces années. Et je voudrais aussi souligner l'arrivée d'Elisa Migdorini dans l'équipe depuis 7 ans. Elisa a vraiment apporté beaucoup par ses compétences en biomatériaux. Elle a apporté aussi un nouveau type de biomatériaux. Et les chercheurs postdoctorants, les doctorants qui ont contribué aux différentes parties. Et puis, là aussi, il y a eu beaucoup d'ingénieurs parce qu'il y a eu beaucoup de développement technologique qui, sur le coup, n'étaient pas forcément publiables, où il fallait du temps, il fallait passer vraiment beaucoup d'énergie à essayer des choses qui ne marchaient pas toujours. Et donc, toutes ces personnes, Fabien, Isabelle, Jay, Lauriane, Laura et Paul, qui est encore là, ont fortement contribué, ainsi aussi que tous les financements qu'on a obtenus pour pouvoir soit acheter du matériel ou payer des personnels. J'ai pas mis non plus tous les stagiaires, il y en a beaucoup, et j'ai pas pu mettre toute la liste des stagiaires qui ont contribué sur tous les projets. Donc là, le contexte, on va à une échelle en dessous. On va à l'échelle de la cellule. Alors, je suis embêtée parce que ce pointeur ne marche pas, hein. L'échelle de la cellule avec les récepteurs. Donc si on va là, on regarde vraiment ce qui se passe à cet endroit-là. Et en fait, dans l'environnement de la cellule, il y a des polymères, il y a les protéines comme ces facteurs de croissance. Et tout ça, ça a un environnement chimique contrôlé, ça va avoir une rigidité. Il y a les facteurs qui vont influencer sur la différenciation. Et donc, on va utiliser les matériaux qui sont soit des matériaux couche par couche, qui sont les mêmes que ceux qu'on fait in vivo, sauf qu'ils sont quand même avec des doses beaucoup moins fortes de protéines. On va pouvoir les réticuler de façon contrôlée, on va contrôler leur activité. Et puis, grâce à ELISA, on a aussi un autre type de matériaux qui s'appelle des plateformes à base de streptavidine, qui vont permettre de présenter des peptides, qui vont aller cibler les récepteurs d'adhésion et des protéines BMP. Donc notamment, un constituant de la matrice extracellulaire, c'est l'héparan-sulfate qui est présent dans les matrices et qui peut être utilisé sur ces plateformes. Alors, si on étend un petit peu maintenant, si on regarde, ça a été fait dans le cadre de la thèse de Valiacode, les protéines BMP, en fait, c'est une très très grande famille, plus de 20 membres. Et si on regarde leur rôle, moi j'étais vraiment fascinée de voir qu'elles sont importantes partout. Alors, bien sûr pour l'os, pour ce qui nous concerne, mais en fait, beaucoup plus que ça. Elles sont importantes dans les développements du cœur, dans les vaisseaux, dans le système digestif, voilà. Et après, il y a plein de numéros et à chaque fois, c'est des nombres. Alors par contre, quand on regarde comment ça fonctionne là, c'est très compliqué. Vous avez ici, des paquets de protéines qui ont été mis, les gens avaient essayé de catégoriser et puis au niveau de leurs récepteurs, là, c'est pareil, c'était assez peu, enfin, c'est décrit, mais c'est quand même, on voit ici, plein de récepteurs qui sont mis ensemble, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, des récepteurs de type 1, de type 2, donc c'est quelque chose qui est vraiment très complexe et qui est, pour l'instant, regardé souvent dans des contextes individuels, c'est-à-dire, une équipe va regarder, tel récepteur dans tel contexte. Si on regarde au niveau de la signalisation,
Donc il y a ce qu'on appelle les récepteurs de type 1 qui vont interagir avec des récepteurs de type 2 et ça va enclencher des signaux dans la cellule qui vont aller vers le noyau de la cellule. Le truc super classique que tout le monde regarde, c'est un marqueur qui s'appelle SMAD et là, vous voyez, ben, il est dans le noyau, il apparaît en rouge, donc on peut le quantifier. Ça montre que la voie est enclenchée. Et puis quand, les cellules se différencient en os, et ben, elles produisent quelque chose qui s'appelle alkylphosphatase et puis qui peut être visualisé en bleu. Donc ça, c'est assez facile parce qu'on peut aussi, quantifier. Au niveau des cellules in vitro, on va prendre, des cellules qui sont extraites de l'os. Alors des cellules, soit du pyréostéum, qui est une fine membrane autour de l'os, soit de la moelle osseuse. Et ces cellules, elles peuvent former soit de l'os, de la graisse ou, du cartilage. Alors, avec nos biomatériaux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller étudier comment les cellules répondent aux biomatériaux avec les protéines qui vont être soit présentées en solution, ce qu'on appelle les solubles, soit présentées par la surface du biomatériau, ce qu'on appelle le matrix band. Et en fait, en faisant différentes configurations d'expérience, on va pouvoir ainsi voir l'influence de la rigidité du film versus l'influence de la présentation du facteur de croissance, soluble ou lié à la matrice. Alors, dans les études initiales, on s'était surtout focalisé sur une seule protéine, la protéine BMP2, et on avait vu que cette protéine BMP2, quand elle est délivrée par le biomatériau, elle va induire l'étalement des cellules. Ça veut dire qu'elle a un rôle aussi sur l'adhésion des cellules. À l'époque, on faisait ça avec, on préparait nos biomatériaux avec un robot de trempage, le même que celui pour les implants. Et on a mis à peu près 5 ou 6 ans à développer un procédé automatisé pour aller préparer nos biomatériaux à haut contenu dans des plaques 96 puits, ce qui nous permet ensuite de faire des tests parallélisés. Donc on a à la fois la reproductibilité de notre procédé puisque c'est automatisé et la parallélisation. Donc là, vous voyez un exemple où on a étudié 4 protéines en parallèle et ça fait un petit peu comme un jeu de puissance 4. On voit que, ben, les cellules se différencient en os plus ou moins. Par exemple ici, c'est très fortement sensible à la dose. Là, ici, c'était des gradients de concentration. Alors je vais essayer d'accélérer vu que j'ai plus que 3 minutes. Du coup, avec cet outil, on a pu considérablement étendre, les études qu'on faisait et on a fait ce qu'on appelle des études à haut contenu, c'est-à-dire beaucoup de conditions en parallèle et notamment dans les derniers travaux, on s'est intéressé à comprendre le rôle combiné de la rigidité, le rôle, des protéines, de ces 4 protéines qu'on avait choisies, la 2, la 4, la 7 et la 8 et on a étudié plusieurs types cellulaires et on s'est intéressé à quantifier plusieurs paramètres, tout ça, de façon, automatisée, en allant mettre en place des méthodes pour pouvoir compter le nombre de cellules, compter leur aire d'étalement et observer leur différenciation. Alors ici, je vous donne un exemple pour vous montrer ce que ça peut donner quand on a des réponses à 4 protéines. Ce sont ici, le nombre de cellules et l'étalement des cellules, les 2 paramètres et les courbes en clair, ce sont sur les films mous, les courbes en foncé sur les films rigides. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des différences entre le mou et le rigide. Donc les cellules vont répondre différemment et puis ce qu'on a pu mettre en évidence, ce qu'initialement on avait pu observer pour la protéine BMP2, c'est qu'en fait les cellules répondent aussi aux autres protéines BMP4 et BMP7. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas connu et puis on peut voir aussi qu'elles sont très sensibles à la rigidité. Voilà. Alors dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, et je vous passerai les détails, on a essayé de comprendre quels étaient les récepteurs qui étaient à l'origine de ça. Du coup, on a identifié donc sur la base, de la littérature, quels sont les récepteurs potentiellement mis en jeu. Les types 1, il y en avait, 5. Les types 3, 2, il y en avait 3. Donc on a ensuite été faire des inhibitions sélectives de chaque récepteur et puis parallèlement, on a regardé des récepteurs d'adhésion qui s'appellent intégrines, on en avait identifié 3 et donc on a regardé comme ça quel était le rôle de chaque, récepteur. Donc ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut identifier, quels sont les récepteurs qui rentrent en jeu dans l'adhésion et dans la différenciation. Là, j'ai montré que l'adhésion. On a notamment pu identifier, 2 récepteurs majeurs qui sont un qui s'appelle ALK3, l'autre qui s'appelle ALK5
Et ces récepteurs, le point qui est très important, c'est qu'en fait, ils sont mécanosensibles. C'est-à-dire que leur réponse va dépendre des conditions. Pour certaines conditions et certaines réponses à des protéines BMP, ils vont parfois dépendre de la rigidité du film et parfois, ils ne vont pas dépendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ouvre la porte vers des études plus spécifiques où on peut chercher à comprendre des protéines données avec un récepteur donné, comment est-ce qu'on peut moduler la réponse des cellules. Dans les derniers développements, on a cherché, grâce à Paul et à Julius et Jean, on a optimisé la fabrication de ces biomatériaux pour pouvoir étendre notre procédé et pouvoir l'appliquer à tout type de matériaux auto-assemblés. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire avec notre robot, c'est qu'on peut choisir quel type de molécules de protéines on met. On peut du coup définir quel type de plaque où vont être déposés tel ou tel film, telle ou telle protéine. Donc tout ça, ça se fait de façon automatisée. Et ensuite, le travail aussi qui a été fait, c'est d'aller analyser de façon automatique les images obtenues pour pouvoir obtenir des données. Voilà, donc pour conclure cette partie, on a développé des biomatériaux et maintenant on peut les étudier à haut contenu des réponses cellulaires. Donc ça nous amène au domaine de la signalisation cellulaire, comprendre comment les cellules répondent et quels sont les récepteurs qu'on peut activer. Depuis que nous sommes sur le site du CEA au sein de notre unité, on commence à interagir avec nos collègues, notamment l'équipe BAL, qui elle s'intéresse à des pathologies vasculaires et qui travaille sur les protéines 9 et 10, et l'équipe IMAC qui travaille sur le cancer du rein, et où il y a un bioinformaticien qui nous aide en ce moment pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut analyser nos données où il y a beaucoup de données obtenues. Et puis, il y a un projet récemment qui a commencé, où là, on s'intéresse à des pathologies. Alors, il y en a une qui est la leucémie aiguë myéloïde. Ça se fait avec l'équipe de Véronique Maguersata au Centre du cancer. Dans cette leucémie, il est connu qu'il y a une surexpression des protéines BMP2 et BMP4. Et dans la niche des cellules de la niche hématopoïétique, il y a à la fois des cellules hématopoïétiques et des cellules souches mésenchymateuses. Et là, on est en train de regarder comment ces cellules de la niche qui est malade, comment est-ce qu'elles répondent en termes de différenciation. Donc ça fait l'objet de la thèse d'Irène. Et plus récemment, là, on va avoir une thèse qui va commencer pour étudier les neuroblastomes et comprendre comment les cellules de neuroblastomes répondent aussi, et est-ce qu'on peut utiliser les protéines BMP cette fois-ci pour limiter le neuroblastome. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi toutes les personnes de notre équipe, tous les stagiaires que je n'ai pas pu citer, et puis nos collègues de l'unité que l'on a rejoint. Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation très pédagogique. Voilà, c'est la place aux questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour les personnes qui sont dans la salle et pour ceux qui sont en ligne, à poser vos questions dans le chat. Alors, on démarre peut-être en salle. Oui, madame. Alors, ma question est un peu de béotien. Lorsque vous réparez donc les os longs ou les mâchoires, en mettant différentes techniques, en utilisant différentes techniques telles que vous l'avez fait, est-ce qu'il n'y a pas, pour l'extrémité des os longs, au moment de leur jonction articulaire, le risque d'une, vous voyez le béotien, contagion, et que l'os gagne la partie cartilagineuse? Alors, ce qu'on voit en tout cas, ce qu'on voit sur la réparation, c'est que ça vient plutôt des extrémités. Puis après, et le fait, c'est que ça puisse se limiter. En général, dans l'os, il y a au départ une partie où ça croît, et puis ça se remodèle. L'os est un milieu actif. Même nous, on est en train constamment de se remodeler. Donc, en fait, tout peut être question de contrôle de dose. C'est là où le contrôle de dose est très important, parce qu'il ne faut pas surdoser, sinon on arrive dans la partie effet secondaire. Là, ce qu'on a vu, en tout cas, avec les doses qu'on avait choisies, on avait essayé de calculer, de regarder aussi tout ce qui avait été fait avant dans la littérature. Dans ce qu'on a fait, on n'a pas d'effet justement anormaux, en tout cas, par rapport à ça.
Merci. Je suis passionné par votre sujet de recherche. Est-ce que la reconstitution laisse à la partie reconstituée les mêmes qualités qu'un os, à savoir une rigidité relative, de la souplesse, et une répartition, l'aide à la répartition des chocs? C'est-à-dire que ça continue, suite à un choc, ça se répercute et ça s'amortit. La question que je me pose, par contre, je m'attendais à entendre parler de l'électrolyse. J'ai toujours cru que l'électrolyse pouvait être une méthode assez efficace pour la régénération osseuse. C'est utilisé en partie, je sais, mais pas complètement. Je pensais que ça pouvait être utilisé soit pour les os, soit pour éradiquer des tumeurs, par exemple. Alors, il y a plusieurs questions dans votre... La question des propriétés mécaniques, on l'a toujours. C'est-à-dire, on nous demande, est-ce que vous avez mesuré la propriété de l'os réparé? Le problème, c'est que pour mesurer la propriété de l'os, en général, c'est des tests destructifs. Donc, vous ne pouvez pas faire à la fois. Alors, je ne vous ai pas montré là, parce que je ne pouvais pas tout montrer, mais en général, dans toutes les expériences, ce qui a été fait, c'est d'analyser les tissus. De regarder ensuite comment est l'os à l'intérieur, quelle forme il a, est-ce que c'est de l'os cortical, trabéculaire, quelles sont les cellules. Donc ça a été fait, mais je ne pouvais pas vous le montrer. Donc, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas faire des tests mécaniques. Après, ce qui reste le plus courant par le chirurgien, c'est l'imagerie. Qui est pas, on est d'accord, hein, c'est pas un test mécanique, mais en tout cas, le chirurgien, ce qu'il fait, lui, c'est des radios. Ça, il sait faire. Je crois qu'il existe des méthodes d'ultrasons qui se développent, mais ça reste au niveau, recherche. Hein, il y a des labos sur Paris, je crois, qui travaillent là-dessus. Donc, quelque chose de non destructif, c'est pas du tout évident. On n'a pas trouvé pour le moment. Donc, du coup, on n'a pas fait. Et après, votre question par rapport à l'électrolyse, là, nous, on est vraiment dans un cas où c'est vraiment la gueule cassée, hein, c'est-à-dire le gros défaut. Donc, c'est pas on aide l'os à se refaire, c'est on part de quelque chose à un trou. Et si vous partez d'un trou, hein, c'est comme sur une route, si vraiment il y a un gros trou, si c'est un petit trou, vous mettez du goudron et c'est bon, quoi. Si c'est un gros trou, ça marche pas, quoi. Donc là, c'est vraiment aller reconstruire quelque chose qui est gravement lésé. Et du coup, il faut combler le trou. Donc, je pense que l'électrolyse, ça s'applique sans doute sur d'autres choses qui sont plus où il y a déjà quelque chose et il faut aider à réparer. En fait, il y a plein. Ce qui est important à voir, c'est qu'il y a plein de stratégies différentes. Et les chirurgiens, en fonction des personnes, en fonction de ce qu'elles ont, elles vont définir des stratégies thérapeutiques. Mais il n'y a jamais qu'une chose, quoi, hein. C'est un ensemble de choses qui vont dépendre à la fois de ce qu'a la personne et de ses caractéristiques propres, quoi. Il peut y avoir des gens qui vont réparer des os très vite, d'autres qui vont avoir des pathologies associées où l'os sera très difficile à réparer. Donc, voilà. Il y a une quinzaine d'années, il avait été montré que les qualités mécaniques de l'os étaient liées à l'orientation des cristaux d'apatite qui sont dans l'os. L'os, c'est un mélange de collagène et de petits cristaux d'apatite. Ouais. Et ces cristaux d'apatite, ils s'orientent en fonction des efforts que subit l'os. Et qu'en gros, un os est d'autant plus résistant et tout que ces cristaux d'apatite sont orientés. Et que justement, quand on a un cal de réparation d'un os brisé, eh bien, le cal a des cristaux qui ne sont pas orientés. Donc, il est moins solide, il faut du temps pour que ça se réoriente et tout. Justement, pour répondre à la question de monsieur, je me demandais s'il serait possible de faire in situ des mesures de diffraction sur un os pour évaluer justement le taux de reconstitution des cristaux d'apatite, leur orientation, parce que si j'ai bien compris, ils s'auto-remplacent tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ils se dissolvent et se recréent, je sais pas quoi. Et puis l'autre question que j'avais à poser, c'est que quand on a par exemple un problème dentaire, le dentiste gratte l'os et tout, puis après il met une espèce de pâte qu'il appelle de l'os reconstitué, et apparemment l'os se reforme à partir de cette pâte. Donc je me suis demandé si ça avait quelque chose à voir avec ces techniques de reconstitution osseuse. Alors, pour la première question, je réalise que j'aurais dû vous mettre des images. Parce que les images sont très belles, mais c'est vrai que j'ai failli pas les mettre. Ça forme vraiment, vous voyez, un peu comme le bois. Quand on coupe un bois, on voit les... en fait, l'os qui se reforme, il fait comme ça, il fait des... c'est circulaire. Et donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça forme vraiment des choses très orientées. Donc ça, c'est bon signe, quoi. Ça prouve qu'il se reforme bien. C'est très beau à voir, hein, d'ailleurs. Après, la deuxième question, justement, actuellement, ce qui se passe, donc pourquoi Georges a choisi cette application dentaire, c'est qu'actuellement,
les gens font des greffes. Il y a de la greffe osseuse et ensuite il y a de la pose d'implant. L'idée, c'est de remplacer la greffe osseuse en faisant notre greffe osseuse synthétique. Voilà. Il existe des choses qui ne sont pas forcément idéales et donc l'idée, c'est de remplacer. On a une question en ligne pour toi, Catherine. Bonjour, vous venez de présenter des résultats de nature plutôt macroscopique de la reconstruction osseuse. Avez-vous pu analyser en microscopie électronique s'il y avait des différences entre la structure reconstruite et l'os naturel? Et une question associée en gros sur la porosité. Ouais, là c'est pareil. C'est vrai que du coup, je réalise, j'ai pas mis les images. Et puis du coup, j'ai pas mis de slide en plus puisque j'ai coupé. Effectivement, à chaque fois, il y a eu des analyses d'os qui ont été faites pour regarder. J'ai montré celles qui ont été faites pour genre, je sais pas si vous pouvez remettre la diapo, mais celle où il y a la diapo de l'ESRF là. Je sais plus c'est laquelle. Il y en a une où on a mis de l'histologie. Ah, je peux la mettre moi. Faut la passer au-dessus. C'est celle-là. Voilà, ça. Ça, typiquement, c'est l'histologie et ça, c'est la reconstruction osseuse qui a été faite à l'ESRF. Donc, à chaque fois, il y a eu des choses comme ça qui ont permis de regarder comment l'os s'organisait et aussi au niveau plus fin. Là, c'est des échelles, c'est pas macro, hein. Les globules rouges, ça fait 6 microns. Donc là, on est vraiment à des échelles très très petites, hein. Donc à chaque fois pour montrer que l'os, effectivement, avait des caractéristiques proches de l'os natif. Et le fait que ça sorte du cortical et du trabéculaire, c'était vraiment très bon signe, parce qu'un os natif, c'est ça qui fait quoi, un os long. Il a du cortical et du trabéculaire. Voilà. Merci Catherine. Est-ce que, oui, une question dans la salle? Bonjour. Petite question. Est-ce que vous avez regardé si pour les pathologies comme l'ostéoporose, c'était adapté ce genre de méthode? J'ai pas compris le nom de la pathologie, pardon. L'ostéoporose. Alors, ouais, c'est une question aussi que j'ai assez régulièrement. L'ostéoporose, c'est quelque chose de général. C'est-à-dire, ça va toucher tous les os. Donc là, ça va être plutôt dans l'in vitro, où il faudra qu'on cherche à comprendre comment les cellules répondent à tel ou tel traitement. Mais l'in vivo, pour l'instant, c'est délicat. Nous, on est plutôt sur quelque chose de localisé. L'ostéoporose, actuellement, c'est traité par un médicament que vous prenez parce que ça peut toucher tous les os. Et puis après, quand il y a une fracture, c'est traité en local. Mais du coup, pour l'instant, nous, c'est vraiment réparer des défauts localisés, spatialement, hein. Et par contre, le fait de comprendre les cellules souches in vitro, ça peut permettre du coup d'aller essayer des traitements, par exemple, pour voir comment les cellules vont se différencier. Ça, c'est plutôt l'idée. Pour l'instant, on n'en est encore pas tout à fait là, mais c'est l'idée quoi, vers laquelle on va. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui? Ça marche? Oui, merci pour cet exposé très riche. Je voudrais savoir comment vous faites pour sélectionner et purifier toutes ces protéines-là qui ont des formes de papillons. Comment on a sélectionné? La 2, c'était facile parce que c'était celle qui était reconnue physiologiquement comme étant la plus importante pour la régénération d'os. Dans la littérature, c'était super bien établi. Et du coup, c'était celle qui était qui était déjà utilisée en clinique. Donc là, c'était, on va dire, facile. Et ensuite, les autres, ça a été la liste de la littérature par rapport à ce que je vous ai montré. Quand on a regardé, voilà ça. Si vous voulez, quand on commence à regarder, moi après, j'ai commencé à faire la littérature sur ces protéines et c'est vrai que j'étais fascinée par ces protéines qui ont de nombreux rôles, qui sont importants et qui ont des structures assez similaires. Donc il y a vraiment des redondances. Et donc, moi, j'ai commencé à aller comme ça au congrès. Il y a des gens, il y a des congrès tous les 2 ans sur ces protéines, à peu près 200 personnes, plutôt des biologistes et des gens du développement. Et donc, ce qui ressortait, c'était surtout 2, 4. La 4, c'est important, elle sort dans les cancers et dans tout ce qui est neuro. La BMP7, a priori, tout ce qui est un peu inflammation ou gastro-intestinale. Et puis la 9, qui ressortait dans le vasculaire. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance à côté de nous d'avoir une équipe, l'équipe de Sabine Bailly, qui est spécialisée dans la protéine 9 et la 10. Voilà, donc c'était comme ça qu'on les a choisis. Après, on ne pouvait pas les prendre tout d'un coup, mais après, ça peut s'appliquer très facilement, comme c'est la même famille,
nos travaux pourraient très bien être utilisés pour étudier d'autres protéines. Il y a aussi possiblement des applications aux muscles, parce que tout ce qui est muscles, il y a des protéines qui s'appellent les GDF qui font partie de la famille des BMP et qui peuvent contribuer à former du muscle. Donc potentiellement, ça peut être large. Très bien, je vous propose de remercier à nouveau Catherine Picard pour cette excellente mise à jour sur tes travaux, Catherine. Et avec toi, nous clôturons cette saison des Midi Minatech by Giant à l'été 2023. Nous avons une programmation qui est faite dès la rentrée de septembre. Malheureusement, nous ne savons pas si nous pourrons vous proposer à nouveau la gestion de ces Midi Minatech. Nous cherchons voilà, un peu de ressources humaines pour animer les Midi Minatech. Donc, néanmoins, la vidéo sera donc en replay dès cet après-midi, donc pour revisualiser cette présentation. Encore une fois, merci pour votre participation cette année encore. Et puis voilà, donc pour les personnes qui ont réservé un sandwich, ils vous attendent à la salle, à l'entrée de la salle couronne derrière l'amphithéâtre. Voilà, comme vous le savez, le nombre de sandwichs est toujours limité. Donc, nous vous remercions de bien honorer vos réservations. Encore une fois, merci et très bon été à tous et espérons très vite à la rentrée de septembre. Merci.